Et si demain, des chasseurs furtifs russes de 5e génération survolaient le golfe Persique sous pavillon iranien face aux porte-avions américains? Non, ce n'est pas le scénario d'un film. C'est l'hypothèse stratégique qui affole les chancelleries. L'Iran pourrait accélérer ses discussions pour acquérir des Su-57, les avions de combat les plus avancés jamais proposés à l'export par Moscou. Et si cela se confirme, l'équilibre militaire au Moyen-Orient pourrait basculer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on décrypte une question explosive. Pourquoi l'éventuelle arrivée de Su-57 en Iran inquiète autant Washington? Est-ce un vrai tournant militaire ou un coup de communication stratégique? On va tout analyser, simplement, factuellement, sans sensationnalisme. Mais vous allez voir, les implications sont énormes. Si ce sujet revient brutalement sur la table, ce n'est pas un hasard. Il y a d'abord un contexte géopolitique très clair. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou et Téhéran ont resserré leurs liens militaires. L'Iran a fourni des drones à la Russie. La Russie, de son côté, a besoin d'alliés qui ne suivent pas les sanctions occidentales. Autrement dit, les deux pays ont trouvé un terrain d'entente stratégique. Et dans ce cadre, la coopération militaire monte en gamme. Deuxième élément, l'urgence côté iranien. L'aviation de combat iranienne est vieillissante. Une partie des appareils date des années 70. Maintenance complexe, pièces détachées rares, modernisation limitée. Pendant ce temps-là, la région évolue. Israël opère des F-35. Les pays du Golfe investissent massivement dans des systèmes modernes. Les États-Unis maintiennent une présence aéronavale constante. Pour Téhéran, l'écart technologique se creuse. Et dans un environnement où la dissuasion repose de plus en plus sur la supériorité aérienne, ce retard devient stratégique. Troisième facteur, le timing politique. Les négociations sur le nucléaire iranien sont au point mort. Les tensions régionales restent élevées, les démonstrations de force se multiplient. Dans ce contexte, afficher une montée en puissance militaire permet à Téhéran d'envoyer un signal. Nous ne sommes pas affaiblis, nous nous adaptons. Même sans livraison immédiate, le simple fait que des discussions existent change la perception. Et en géopolitique, la perception influence les calculs militaires. Il ne faut pas regarder ce dossier uniquement du point de vue iranien. Pour Moscou, proposer des Su-57 à l'export est aussi un acte politique. Cela signifie le programme continue malgré la guerre. La Russie reste capable de produire des systèmes avancés. Elle peut équiper ses partenaires stratégiques. C'est une manière de démontrer qu'elle n'est pas isolée technologiquement. Enfin, il y a une logique d'opportunité. Les États-Unis sont engagés sur plusieurs fronts diplomatiques et militaires. La compétition avec la Chine structure désormais la stratégie américaine. Dans cette recomposition globale, certains acteurs régionaux cherchent à renforcer leur position avant que les équilibres ne se figent. L'Iran peut considérer que c'est le moment d'accélérer. En résumé, ce dossier refait surface parce que les intérêts russes et iraniens convergent, parce que l'équilibre militaire régional évolue rapidement, et parce que dans un contexte de tension prolongée, chaque signal stratégique compte. Ce n'est pas seulement une question d'avion, c'est une question de timing. Avant de mesurer l'impact stratégique, il faut comprendre l'objet. Le Su-57, c'est le chasseur le plus ambitieux jamais développé par la Russie post-soviétique. Un appareil de 5e génération, conçu pour rivaliser, au moins sur le papier, avec les F-22 et F-35 américains. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Un chasseur de 5e génération, ce n'est pas seulement un avion rapide, c'est une plateforme technologique. Le Su-57 est conçu autour de 4 piliers. Furtivité, réduction de la signature radar pour retarder la détection. Supercroisière, capacité à voler supersonique sans post-combustion. Manœuvrabilité extrême, grâce à la poussée vectorielle, il peut effectuer des manœuvres très serrées. Fusion de données. Le cockpit centralise les informations issues de capteurs multiples pour offrir au pilote une vision globale du champ de bataille. En clair, il ne s'agit plus seulement de voir et tirer. Il s'agit de détecter, analyser et frapper avant d'être repéré. Le Su-57 est conçu pour engager l'ennemi bien au-delà du combat rapproché. Missiles RR longue portée, capacité air-sol guidée, possibilité de guerre électronique. Dans un scénario face à un groupe aéronaval, l'idée serait d'approcher suffisamment près sans être détecté trop tôt pour menacer des cibles stratégiques. C'est cette capacité théorique qui alimente les inquiétudes et c'est là que les choses deviennent plus nuancées. Le Su-57 a connu des retards importants. La production reste limitée. Les moteurs définitifs de nouvelle génération ont mis du temps à être intégrés. Certains analystes estiment que sa furtivité n'atteint pas le niveau des appareils américains. D'autres soulignent que la Russie continue d'améliorer progressivement la plateforme. Autrement dit, le Su-57 est un système avancé, mais encore en évolution.
Au-delà des performances thermotechniques, le Su-57 incarne une ambition. Pour Moscou, prouver qu'elle reste dans le club des puissances capables de produire des chasseurs de 5e génération. Pour un éventuel acheteur, afficher une montée en gamme spectaculaire. Car posséder un avion de cette catégorie, ce n'est pas seulement gagner en capacité militaire, c'est envoyer un signal. Un signal de modernité, un signal de dissuasion, un signal de statut. En résumé, le Su-57 n'est pas simplement un nouvel avion dans une flotte. C'est un outil conçu pour la guerre aérienne du XXIe siècle, un symbole de puissance technologique, et dans les mains d'un acteur régional sous pression, un facteur potentiel de recalcul stratégique. Et c'est précisément là que le débat commence. C'est ici que le sujet devient vraiment sensible, parce que dans le Golfe Persique, la présence américaine repose sur un principe simple: dominer l'air pour sécuriser la mer. Un groupe aéronaval américain, ce n'est pas juste un porte-avions, c'est une bulle de protection à plusieurs couches. Avions embarqués en alerte permanente, destroyers équipés de systèmes antimissiles surveillance satellitaire, guerre électronique, ravitaillement en vol, une architecture conçue pour anticiper et neutraliser. Alors que changerait l'arrivée de Su-57 iraniens dans ce tableau? Aujourd'hui, l'aviation iranienne peut menacer régionalement, mais elle ne peut pas réellement contester la supériorité aérienne américaine. Un chasseur furtif change la logique. Même en petit nombre, des appareils capables de réduire leur signature radar compliquent la détection précoce. Et en matière militaire, compliquer la détection signifie réduire le temps de réaction, multiplier les incertitudes, forcer l'adversaire à élargir son dispositif. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question de friction stratégique. Autre élément clé, les missiles RR à longue portée. Si un appareil peut engager avant d'être localisé précisément, il modifie le calcul d'approche. Les avions embarqués américains opèrent avec une supériorité assumée. Face à un adversaire furtif doté de capacités modernes, cette assurance devient prudence. Et la prudence militaire a un coût. Plus de patrouilles, plus de couverture radar, plus de coordination en clair, plus de ressources mobilisées. Il faut être très clair. Même avec des Su-57, l'Iran ne prendrait pas l'ascendant sur la marine américaine. Les États-Unis disposent de F-35 embarqués, de systèmes Aegis performants, de capacités ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance extrêmement avancées. D'un réseau satellitaire mondial, l'avantage structurel reste américain. Mais le point central, ce n'est pas la domination absolue, c'est la remise en question d'une supériorité confortable. Ajoutez à cela la géographie. Le détroit d'Ormuz est étroit, stratégique, traversé par une part majeure du commerce énergétique mondial. Dans un espace aussi contraint, la proximité joue un rôle majeur. Un acteur capable d'introduire de l'incertitude aérienne dans cette zone crée un levier indirect sur la stabilité économique mondiale. Et c'est précisément ce qui rend le sujet sensible. Enfin, il y a un facteur souvent sous-estimé, l'erreur humaine. Plus les capacités montent en gamme, plus les interactions deviennent complexes. Un radar qui accroche mal une cible furtive, un avion qui s'approche trop près, un tir d'avertissement mal interprété. Dans un environnement déjà tendu, la montée en sophistication technologique augmente aussi le risque de mauvaise lecture. Et en matière militaire, une mauvaise lecture peut déclencher une escalade. En résumé, les Su-57 ne renverseraient pas la marine américaine, mais ils pourraient complexifier la planification, éroder la marge de sécurité, introduire un doute stratégique et parfois, en géopolitique, le doute suffit à changer les comportements. C'est cette zone grise, entre dissuasion et provocation, qui rend ce dossier explosif. Et si au fond, le Su-57 était moins une arme qu'un message, parce qu'en géopolitique, un contrat d'armement n'est jamais seulement technique, c'est un acte politique. Et dans ce dossier, le signal envoyé est presque plus important que l'appareil lui-même. Pour les États-Unis, le message serait limpide. L'Iran n'est pas isolé. L'Iran a des partenaires capables de lui fournir des systèmes de pointe. Et l'Iran ne compte pas rester technologiquement à la traîne. Même sans livraison massive, la simple annonce de négociations modifie la perception stratégique américaine. Cela signifie que la pression, les sanctions, l'isolement diplomatique n'ont pas empêché Téhéran de monter en gamme. C'est un signal de résilience. Israël a bâti une partie de sa doctrine de sécurité sur la supériorité aérienne. L'arrivée potentielle d'un chasseur de 5e génération chez son adversaire régional majeur introduit une nouvelle variable. Même si l'avantage israélien resterait significatif, le message iranien serait clair. Nous réduisons l'écart. En matière de dissuasion, ce type de signal compte énormément. Il nourrit la prudence, il modifie les scénarios, il oblige à recalculer. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis,
Qatar. Ces pays investissent massivement dans la modernisation militaire. Si l'Iran acquiert des Su-57, cela renforce son image de puissance militaire régionale crédible. Ce n'est pas seulement un enjeu de sécurité, c'est un enjeu de statut. Dans une région où le prestige stratégique influence les alliances, posséder un chasseur de 5e génération change la perception. Pour Moscou, l'enjeu est tout aussi politique. Exporter le Su-57, c'est affirmer que le programme est mature, montrer que la Russie conserve une base industrielle avancée, prouver qu'elle peut encore équiper des partenaires stratégiques. Dans un contexte de sanctions et d'isolement occidental, chaque contrat majeur devient une vitrine. Ce n'est pas seulement une vente, c'est une démonstration. En réalité, l'achat d'un avion de ce type fonctionne comme un marqueur. Il signale une montée en ambition, une volonté d'autonomie stratégique, une capacité à s'inscrire dans le club des puissances technologiquement avancées. Même si le nombre d'appareils reste limité, l'effet psychologique peut être disproportionné. Et en matière de dissuasion, le psychologique est central. Enfin, ce type d'annonce peut aussi servir d'outil de négociation. Montrer que l'on a des options militaires avancées peut renforcer une position diplomatique. Dans des discussions tendues, qu'elles concernent le nucléaire, les sanctions ou la sécurité régionale, la démonstration de capacité militaire agit comme levier indirect. En résumé, le Su-57 n'est pas seulement un avion, c'est un message multidirectionnel à l'adversaire, aux alliés, aux partenaires, à l'opinion publique interne. Et dans un environnement international où la compétition passe aussi par la perception, le symbole peut parfois peser presque autant que la capacité réelle. C'est là que ce dossier dépasse la simple question militaire. Maintenant, sortons de la théorie, parce qu'entre annoncer un avion de 5e génération et le rendre opérationnel, il y a un fossé immense, et c'est là que les choses se compliquent. Piloter un Su-57 ne s'improvise pas. On parle d'un appareil intégrant, fusion de capteurs, guerre électronique avancée, gestion de données en temps réel, armement sophistiqué. Former un pilote à exploiter pleinement ses capacités peut prendre des années. Il faut entraînement sur simulateur avancé, heures de vol encadrées, doctrine d'emploi adaptée. Et surtout, une transition depuis des avions plus anciens vers une logique de combat entièrement numérique. Ce n'est pas qu'un changement d'avion, c'est un changement de culture opérationnelle. Un chasseur furtif exige des installations spécifiques, hangars adaptés, maintenance spécialisée, système sécurisé de gestion des données. La furtivité, par exemple, implique des matériaux particuliers sensibles à l'usure. Sans maintenance rigoureuse, les performances chutent rapidement. Autrement dit, posséder l'avion ne suffit pas. Il faut soutenir l'écosystème, et c'est ici que la dimension politique rejoint la réalité technique. L'Iran reste sous sanctions internationales, importer des pièces, sécuriser des chaînes d'approvisionnement, maintenir un flux régulier de composants critiques, tout cela devient plus complexe. Si l'accès aux pièces détachées est limité, la disponibilité opérationnelle peut s'effondrer. Un avion immobilisé au sol n'a aucun impact stratégique. Un appareil de 5e génération fonctionne au maximum de son potentiel lorsqu'il est intégré dans un réseau. Radar drones, système de défense solaire, centre de commandement. Il faut donc adapter toute la structure militaire pour exploiter la plateforme. Sans intégration complète, le Su-57 resterait un outil performant, mais isolé. Et un outil isolé ne change pas l'équilibre global. Enfin, il y a le facteur budgétaire. Un avion de cette catégorie représente un coût d'acquisition élevé, un coût de maintenance important. Des dépenses continues en formation et modernisation. Dans un contexte économique contraint, chaque investissement militaire doit être arbitré. Et la question se pose, combien d'appareils seraient réellement acquis ? Car quelques unités symboliques n'ont pas le même impact qu'une flotte significative. Même si un accord était signé demain, l'effet ne serait pas immédiat. Entre la commande, la livraison, la formation et l'intégration complète, plusieurs années peuvent s'écouler. Or, en géopolitique, les équilibres évoluent vite. Ce qui est perçu aujourd'hui comme une avancée décisive peut être relativisé demain par une innovation adverse. En résumé, l'achat potentiel de Su-57 par l'Iran n'est pas seulement une décision stratégique. C'est un chantier industriel, humain et logistique colossal. Et c'est souvent là que se joue la différence entre l'annonce spectaculaire et la capacité réelle sur le terrain. C'est cette distance entre l'effet d'annonce et la réalité opérationnelle qui mérite d'être surveillée de près. Et c'est peut-être ici que se situe le point le plus sensible. Pas dans la performance pure du Su-57, pas dans la comparaison technique avec les F-35 américains, mais dans ce que cette montée en gamme peut déclencher. Parce qu'en matière militaire, une capacité nouvelle ne reste jamais isolée.
elle provoque une réaction. Si l'Iran renforce son aviation avec un chasseur de 5e génération, les autres acteurs régionaux ne restent pas immobiles. Les États du Golfe pourraient accélérer leur propre programme. Israël pourrait renforcer certaines capacités spécifiques. Les États-Unis pourraient densifier leur présence aéronavale. Chacun ajuste son dispositif pour ne pas perdre l'avantage. Et cette dynamique crée une spirale. Plus de moyens, plus de patrouilles, plus d'interactions militaires, donc plus de risques. Le Golfe Persique est déjà l'un des espaces aériens militaires les plus surveillés au monde. Avions américains, avions régionaux, drones, missiles solaires. Introduire des appareils furtifs dans un environnement aussi dense augmente la complexité. Un radar qui détecte partiellement une signature, un appareil qui s'approche trop près d'un groupe naval, un système d'alerte déclenché par prudence. La frontière entre dissuasion et provocation devient floue. Dans les crises modernes, les escalades ne commencent pas toujours par une décision politique. Elles commencent parfois par une mauvaise interprétation. Un mouvement perçu comme offensif, une manœuvre jugée trop agressive, un tir d'avertissement mal compris. Plus la technologie est sophistiquée, plus la réaction peut être rapide. Et plus la réaction est rapide, moins il y a de temps pour désamorcer. Un chasseur furtif ne sert pas seulement à frapper, il sert à créer de l'incertitude. Et l'incertitude modifie les comportements. Un commandant naval qui sait qu'un appareil difficilement détectable peut évoluer à proximité adaptera son niveau d'alerte. Or, un niveau d'alerte élevé sur une longue période augmente la probabilité d'incident. C'est un mécanisme classique en théorie des crises. La tension permanente érode la marge d'erreur. Si la région entre dans une phase d'armement accélérée, les budgets militaires augmentent, les alliances se durcissent, les lignes rouges deviennent plus sensibles. Le problème, ce n'est pas seulement le face-à-face Iran-États-Unis. C'est l'ensemble du système régional qui devient plus nerveux. Et dans un environnement déjà marqué par des tensions structurelles, chaque nouvelle capacité peut servir de catalyseur. Il y a 2 lectures possibles. Première lecture, plus de capacité, plus de dissuasion, moins de guerre. Deuxième lecture, plus de capacité, plus d'interactions risquées, plus de probabilité d'accident. L'histoire montre que les 2 scénarios ont existé. Tout dépend du niveau de communication, de contrôle politique et de sang-froid. En résumé, le véritable enjeu n'est pas de savoir si le Su-57 peut défier la marine américaine. Le véritable enjeu, c'est de comprendre comment cette montée en puissance modifie la psychologie stratégique des acteurs. Car lorsqu'un équilibre devient plus fragile, il suffit parfois d'un incident mineur pour déclencher une crise majeure. Et c'est précisément ce qui rend ce dossier aussi sensible que stratégique. C'est la question centrale. Est-ce que nous assistons à un véritable basculement stratégique ou simplement à une séquence de communication bien orchestrée? Parce qu'en géopolitique, l'annonce peut parfois peser presque autant que l'action. Annoncer des discussions autour d'un chasseur de 5e génération, c'est déjà envoyer un signal. Même sans livraison immédiate, même sans calendrier précis, le simple fait que cette option soit crédible oblige les autres acteurs à intégrer un nouveau scénario. Et dans les états-majors, on planifie toujours pour le pire cas plausible. Donc l'annonce en elle-même a un impact, elle crée du doute, elle introduit une variable, elle modifie les calculs. Un véritable tournant historique implique 3 conditions. Une acquisition confirmée, une mise en service opérationnelle, une intégration complète dans la doctrine militaire. Sans ces 3 éléments, on reste dans le champ de la projection. Or aujourd'hui, plusieurs inconnus subsistent. Combien d'appareils? Quel calendrier réel? Quelle capacité industrielle côté russe? Quelle intégration côté iranien? Tant que ces réponses ne sont pas claires, parler de bascule définitive serait prématuré. Il y a aussi un aspect symbolique majeur. Le club des nations opérant des chasseurs de 5e génération est restreint. Y entrer change le statut. Cela projette une image de modernité militaire même si les volumes restent limités. Et cette projection influence les partenaires, les rivaux, les opinions publiques. Dans ce sens, même un nombre réduit d'appareils pourrait produire un effet stratégique disproportionné. Les annonces d'armement ont souvent précédé des réalités plus nuancées, des contrats retardés, des livraisons partielles, des capacités moins décisives que prévues. Mais l'inverse est aussi vrai. Certains programmes initialement perçus comme symboliques ont progressivement changé les équilibres. Tout dépendra du suivi. Un coup d'annonce crée un pic d'attention. Un tournant historique s'inscrit dans le temps. Si dans 5 ans, les Su-57 sont pleinement opérationnels en Iran, intégrés à une stratégie cohérente, alors oui, nous pourrons parler de rupture. Si en revanche le dossier s'enlise, se réduit à quelques unités marginales ou reste partiellement opérationnel, l'impact restera limité. Ce que nous voyons aujourd'hui,
c'est l'ouverture d'une possibilité. Et en stratégie, les possibilités comptent. Mais elles ne deviennent décisives que lorsqu'elles se traduisent en capacité durable. En résumé, pour l'instant, nous ne sommes ni face à un simple coup de communication, ni face à un bouleversement acté. Nous sommes dans une zone intermédiaire, une zone où l'annonce modifie déjà les perceptions, mais où la réalité opérationnelle reste à prouver. Et en géopolitique, c'est souvent dans cette zone grise que se jouent les prochains équilibres. Si demain des Su-57 iraniens patrouillent au-dessus du Golfe, cela ne signifiera pas que la marine américaine est dépassée. Mais cela voudra dire une chose très claire. Le Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase de compétition technologique. Et quand les grandes puissances testent leurs limites dans une zone aussi stratégique, l'histoire montre que les équilibres peuvent changer très vite. La vraie question n'est donc pas « l'Iran peut-il défier la marine US ?» La vraie question, c'est « jusqu'où les deux camps sont-ils prêts à aller pour ne pas perdre la face ?» Et ça, c'est ce que nous allons surveiller de très près.